Depuis hier nuit, Internet mobile est en plein dysfonctionnement. Impossible de se connecter via les téléphones mobiles sur les trois réseaux Move, Orange et Télécel. Est-ce une panne technique ou une coupure volontaire des autorités? On en sait moins pour l'instant. C'est une situation qui vient boucler une semaine sécuritaire, politique et sociale très mouvementée. Tout est parti de l'attaque du détachement de gendarmerie de Inata par des terroristes. C'était le 14 novembre dernier. Bilan provisoire, 53 morts, dont 49 gendarmes. La colère s'empare d'une partie de la population qui manifeste sa colère, appelant le président à démissionner. Conseil des ministres, dans la foulée, le mercredi 17 novembre, des hauts gradés sont relevés de leurs fonctions. C'est dans ce contexte qu'un convoi de l'armée française en partance pour le Niger est bloqué par les populations, d'abord à Bobo-Dioulasso, puis à Ouagadougou, enfin à Kaya, où la situation va être tendue. L'armée française va effectuer des tirs, des sommations en l'air. Ça sera la bousculade. Des blessés seront constatés parmi les manifestants. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 7 Info de ce dimanche 21 novembre 2021. Tout de suite, retour sur l'actu. Eh bien, pour parler de cette actualité très chargée, ce soir, deux invités avec moi. D'abord, Maître Benewende Sankara, comme son nom l'indique, Maître, il est avocat, président du parti UNIR MPS, ministre en charge de la construction et de l'urbanisme, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, membre de la majorité. Maître Benewende Sankara, bonsoir. Vous vous êtes déjà prononcé au cours d'une conférence de presse sur la situation nationale en ce moment. On va revenir là-dessus avec vous, votre analyse, vos constats. Et puis à ma gauche, M. Assami Ouedraogo, officier supérieur de police démissionnaire. Il est membre du mouvement Initiative citoyenne qui demande notamment la démission du président du Faso. On va y revenir tout à l'heure. Mais avant, tout de suite, je vous le disais, la semaine a été très chargée sur le plan sécuritaire. Attaque du détachement de gendarmerie de Inata. 53 morts, bilan provisoire, dont 49 gendarmes. L'émotion était grande. On écoute d'ailleurs le message du chef de l'État sur cette situation sécuritaire. C'est avec beaucoup d'affliction que je prends la parole aux sorties du Conseil au sujet du drame d'Inata. Drame dont l'onde de choc a été importante au niveau des différentes couches sociales de notre pays. Cette situation a amené des réactions diverses que je comprends fort bien. Car il faut le dire, il ne peut pas être normal en ce moment que l'armée, qui doit être la structure la mieux organisée, que dans cette armée nous ayons des dysfonctionnements à un niveau aussi important que les dysfonctionnements concernant la question de l'alimentation, des dysfonctionnements concernant les questions logistiques et autres. Cela est inacceptable et c'est pourquoi je comprends fort bien les différentes réactions de colère qui sont exprimées ça et là. Je voudrais d'ores et déjà dire que les instructions ont été données pour qu'une enquête administrative soit faite sur l'ensemble de cette question. Nous ne devons plus entendre parler des questions d'alimentation dans notre armée. Nous ne devons plus entendre parler des questions de primes dans cette armée. Nous devons mettre nos hommes dans toutes les conditions qui les permettent d'affronter le terrorisme avec l'ensemble du courage qu'il faut et de la détermination. Je voudrais par ailleurs et surtout présenter les condoléances et celles du gouvernement à toutes les familles qui ont été touchées par ce drame et pour souhaiter également un prompt rétablissement aux blessés. Autant je comprends la réaction de colère
qui sont exprimées ça et là, autant je voudrais appeler l'ensemble des Burkinabés à ce que, à la mémoire de l'ensemble de ces personnes qui sont tombées au combat pour le Burkina Faso, nous observions une certaine compassion, une certaine dignité pour accompagner les familles éplorées dans leur dure épreuve. C'est une nécessité, c'est un devoir des autres, parce que ceux qui sont partis dans le combat qu'ils mènent pour défendre le territoire du Burkina Faso. Et nous devons leur donner cet honneur de rester sereins, de pouvoir les accompagner, de pouvoir soutenir leurs familles, afin que nous puissions prendre l'ensemble des mesures qui requièrent la situation. Je voudrais également préciser qu'un Conseil supérieur de la défense nationale sera convoqué incessamment pour faire le point de l'ensemble des dysfonctionnements et prendre les dispositions qui s'imposent. D'ores et déjà, nous avons pris un certain nombre de mesures et je dis et je répète qu'au terme de l'enquête, l'ensemble des personnes qui seront concernées dans cette question relative à INATA feront l'objet des sanctions disciplinaires sans exception. Je le précise très bien, sans exception. On peut dire que les sanctions disciplinaires ont déjà commencé puisque le message du chef de l'État est intervenu au terme d'un conseil des ministres qui a déjà prononcé des sanctions contre certains hauts gradés de la gendarmerie. Conseil des ministres dont je vous propose de suivre le résumé maintenant. Une minute de silence observée à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste du détachement de gendarmerie de INATA, dont le bilan a été revu à la hausse. On parle maintenant de 53 morts, dont 49 gendarmes. Le Conseil des ministres de ce 17 novembre devrait être particulier. Les décisions qui sont tombées l'ont démontré. La première décision est relative donc au relèvement du commandant du groupement des forces du secteur nord de ses fonctions et également donc au relèvement du commandant donc de la première région de gendarmerie de notre pays. Ces décisions donc sont prises ce matin en Conseil des ministres et le président du Faso a instruit donc qu'il soit continué, qu'il soit instruit une enquête administrative pour davantage situer les responsabilités. Ça, c'est ce qui était plus ou moins plausible. La décision la moins attendue de ce Conseil des ministres a concerné la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires restées fermées depuis plus d'un an et demi pour cause de Covid-19. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a examiné un décret portant donc réouverture des frontières terrestres et ferroviaires donc, du Burkina Faso à compter donc de ce 1er décembre 2021. Naturellement, sous conditions sanitaires. Les conditions sanitaires sont connues. C'est le pass vaccinal. Il s'agit de faire en sorte que soit vous avez votre pass vaccinal, ou bien vous avez votre test, soit rapide, soit PCR. Dans tous les cas, les conditions sanitaires sont presque identiques dans la plupart des pays. Donc, à partir du 1er décembre, les frontières terrestres et ferroviaires donc, sont ouvertes au Burkina Faso et permettront ainsi donc à nos populations et à toutes les personnes dont la mobilité avait été donc séquestrée par la décision de fermeture de frontières afin de faire en sorte que donc il y ait une relance économique et sociale. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été également question de réconciliation nationale avec la prise d'un décret créant le comité d'organisation du Forum national de réconciliation et un autre nommant les membres du comité de suivi du Forum de réconciliation. Voilà, retour sur ce plateau et là je me tourne vers le membre de la majorité au pouvoir, le président de l'UNIR MPS, Maître Benoît Sankara. Bonsoir encore une fois, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. D'abord, comment jugez-vous le message du président du Faso et quel sentiment avez-vous par rapport aux premières sanctions qui sont déjà prononcées? D'abord,
Je voudrais réitérer également à BF1 et à vous-même mes remerciements pour cette occasion que vous m'offrez, donc en ma qualité de président de l'Union MPS, pour apprécier bien sûr les propos de son Excellence M. Locmar Christian Kaboré, chef de l'État, chef suprême des armées, il faut le dire, parce que ici, dans ce contexte, il faut souvent quand même l'évoquer, et de dire que à chaud, j'ai vu un chef d'État véritablement affligé. Il a dit à l'entame de son propos, et je pense qu'il mesure la gravité de la situation et il comprend surtout la douleur, non seulement des victimes, mais aussi celle de notre peuple. J'ai vu un chef d'État qui, de façon intrinsèque, a quand même de l'endurance, de la persévérance et qui se retrouve dans la sérénité face à la gravité de la situation. Je crois que c'est cela que moi je retiens. Maintenant, les sanctions, comme il a dit, c'est des sanctions administratives qui ont tout de suite été prises, ce qui n'exclut pas une enquête plus approfondie pour situer les responsabilités et bien sûr prendre les sanctions idoines. Et je pense que le chef de l'État, également lors d'une interview, a été clair pour dire que ces sanctions seront en tout cas exclusives. C'est-à-dire que dès lors que les responsabilités seront situées, il va falloir effectivement en tirer toutes les conséquences. Alors, justement, parlant de sanctions, le chef de l'État a dit qu'une fois que les enquêtes iront à leur fin, on prendra toutes les sanctions disciplinaires qu'il faut. Est-ce que dans ce cas de situation, où lui-même, il a parlé de dysfonctionnement sur le plan logistique, mais sur le plan de l'alimentation, c'est-à-dire des soldats qui ont été, littéralement, il faut dire le mot, ça peut choquer, affamés. Est-ce que les sanctions disciplinaires suffisent? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà, prendre des sanctions pénales si certaines personnes ont leur responsabilité engagée dans cette situation? Oui, c'est ce que je dis. Vous savez, il y a ce qu'on prend comme sanction immédiate et il y a ce qu'on prend très certainement comme sanction du fait des manquements et du fait également des infractions. Si tant est qu'il y a une enquête, l'enquête va certainement indiquer la voie judiciaire à suivre. N'oubliez pas que nous sommes dans un domaine militaire et nous avons des juridictions militaires qui sont compétentes, qui peuvent se saisir effectivement de ces questions pénales. Mais le chef de l'État fait allusion aux sanctions immédiates qui sont administratives, qui ont été prises. Et je pense également qu'il a convoqué en tout cas les instances habilitées au niveau de l'armée pour apprécier la situation. Vous l'avez rappelé au début de votre argumentation, le président du FASO et en même temps le chef suprême des armées, quand dans son discours il dit qu'il y a des dysfonctionnements inacceptables. Est-ce qu'en tant que chef suprême des armées, il n'a pas une position où il devrait savoir ce qui se passait dans cette armée-là? Oui, je crois que c'est pour ça qu'il tire la conséquence qui est qu'il y a dysfonctionnement. Ça veut dire qu'il fait le constat qui est malheureux et donc il faut situer les responsabilités. Mais en tant que chef suprême des armées, moi je pense qu'il doit en principe revoir le commandement pour qu'il soit plus opérationnel. Parce que ça ne fait que durer. Ça fait depuis presque 6 ans. Alors, vous venez de le dire, que répondez-vous à ceux qui disent, et ces voix sont assez nombreuses maintenant, elles se font de plus en plus entendre, ceux qui estiment que ce sont des dysfonctionnements qui existent depuis plusieurs années déjà et que le président du FASO aurait dû anticiper ou sinon prendre des décisions assez fortes depuis quelques années et éviter que ce drame ne puisse arriver. Que répondez-vous à ces personnes-là? Ces personnes doivent également se rendre compte que le chef de l'État est hérité d'une armée qui a son histoire, qui a évolué, qui a connu aussi des crises.
Moi, je veux par exemple citer la crise de 2011. On a vu des mutineries ici. Et par la suite, on a même vu que le régime de sécurité présidentielle, en tout cas nous autres, nous avons demandé qu'il soit dissous parce que nous estimions à l'époque qu'il y avait une armée dans l'armée. Donc la cohésion, la sérénité et la discipline dans une armée républicaine, c'est pour moi quelque chose d'essentiel et de fondamental. Et si cela n'y est pas, naturellement, que le commandement ne peut pas être opérationnel, il y aura des dysfonctionnements. Et comme nous sommes dans un domaine militaire, et surtout dans un contexte de guerre, une erreur est fatale. Et c'est ce qui est arrivé à Inata. Donc, une erreur fatale, et Inata est arrivé. Est-ce que vous pensez que d'autres Inata pourraient être évités? Oui. Ou doivent être évités? Et Oui. comment cela doit se faire maintenant? Qu'est-ce que le président du Faso doit faire normalement? Il y a un général de ce pays qui a dit que c'est la situation qui commande la manœuvre. Quand vous êtes en guerre, toutes les situations peuvent arriver. Et quand vous êtes dans une guerre asymétrique, eh bien, il faut vous attendre également à ce qu'il y ait des conséquences que vous ne pouvez pas souvent maîtriser. On ne le souhaite pas du tout. Déjà, dès les premières frappes, quand nous avons vu au Burkina Faso, on ne pensait pas que ça pouvait se répéter. Donc, on s'attendait en tout cas à ce que l'armée se réorganise. C'est dans ce sens que, par exemple, l'Assemblée nationale a voté la loi de programmation avec plus de 750 milliards accordés à l'armée burkinabé. Ça a permis, par exemple, dans la zone du Sahel, de continuer le programme d'urgence pour le Sahel, etc., etc. Mais vous constatez qu'il y a de façon évidente une montée, en tout cas, des attaques terroristes. Et cette montée peut avoir plusieurs explications qui ne sont pas forcément intrinsèques. Ces terroristes sont soutenus comment? À l'intérieur comme à l'extérieur. Tout cela, ce sont des explications que les autorités militaires peuvent donner. Il y a eu de la part, par exemple, de l'opposition politique, parce que l'engagement du chef de l'État au plan politique était de dire dans le gouvernement, il nous faut des civils. Mais il a fait violence sur son engagement pour nommer aujourd'hui un officier général à la tête donc du département en charge de la défense. Donc tout cela, c'est montrer la bonne volonté, la grande disposition du chef de l'État à accéder à l'institution militaire, à tout ce que l'institution militaire veut. Donc il y a eu beaucoup de choses. Mais moi je pense que vu la situation actuelle, il va falloir que le chef de l'État actionne sur un autre levier qui, de mon point de vue, constitue ses prérogatives constitutionnelles. Lequel des leviers? C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, il faudrait, conformément à la Constitution, décréter l'état de siège. L'état de siège? Oui, dans les zones qui sont déjà sous état d'urgence. Et dans les zones qui ne sont pas encore sous état d'urgence, décréter bien sûr ces mesures-là. Ça va certainement donner plus de pouvoir à l'autorité militaire, ça va certainement jouer sur les libertés individuelles et collectives, mais en guerre, je pense que l'essentiel, c'est la survie de notre pays. Et cela me paraît extrêmement important. Alors, à vous entendre, vous parliez de nomination des militaires dans le gouvernement, de l'augmentation du budget de la défense, vous avez parlé de 700 milliards. À vous entendre, le politique aurait fait sa part, c'est-à-dire aurait mis à la disposition de l'armée les moyens qu'il faut. Est-ce que vous êtes en train de remettre la faute de la situation sécuritaire délétère sur l'institution armée? Quelque part, c'est la faute à tous, hein, parce que quand on parle d'une guerre, pour moi, c'est une patrie qui est menacée. Et quand on parle de la patrie qui est menacée, les citoyens doivent jouer également son rôle, aux côtés de l'État, surtout aux côtés de l'État. C'est pourquoi, dans une situation comme celle-là, l'unité nationale qui est garantie par le chef de l'État est extrêmement importante. Dans notre Constitution, en tout cas dans un État de droit comme le nôtre, le chef de l'État est le garant de l'unité nationale. Il doit sonner le tocsin, que l'on soit dans l'opposition,
que l'on soit dans la majorité ou dans la société civile, ou bien sûr, qu'on soit militaire, on est tous interpellés d'abord à défendre l'intégrité de l'État. C'est parce qu'il y a la paix qu'on peut développer des projets. C'est parce qu'il y a la paix qu'on a des libertés. Donc, de notre point de vue, en tout cas, nous pensons que le régime en place, le pouvoir, tenter de faire ce qu'il peut, continuer de le faire, c'est peut-être insuffisant, mais en tout cas, l'essentiel qui n'a pas encore été atteint, c'est ce tocsin-là. Alors, on va vous écouter. Vous avez déjà, je vous le disais, dans une conférence de presse, donné votre position sur la situation sécuritaire actuelle. On va écouter une partie de votre déclaration. C'est l'élément neuf pour le réalisateur, parce que là, on entend tout bouleversé. Nous sommes en direct. Nous allons écouter l'interview de Maître Benouende Sankara. La situation reste très préoccupante et les attaques de Inata révèlent de graves dysfonctionnements dans l'armée. Inata, donc, est une attaque de trop. L'attaque d'Inata n'est pas la plus meurtrière des attaques terroristes que notre pays ait subies, mais elle est certainement la plus honteuse, la plus humiliante et celle qui met à nu nos insuffisances en tant qu'État. Autant le coup d'État de septembre 2015 nous aura permis de nous débarrasser du régime de sécurité présidentielle, RSP, autant le drame d'Inata est l'occasion de mobiliser l'ensemble du peuple contre le terrorisme et contre les forces obscurantistes. D'où l'appel de l'UNIR MPS au président du Faso. Excellence, Monsieur le Président du Faso, vous avez la légitimité et la légalité nécessaires pour secouer le cocotier. Vous débarrasser des bois morts pour asseoir une armée digne et professionnelle à même de nous garantir la victoire que le peuple attend de vous. Le métier des armes comporte des risques. Et ceux qui les fuient, quel que soit leur grade, doivent céder la place aux plus téméraires et aux patriotes sincères. À la classe politique et à la société civile, ne nous trompons pas d'ennemis. Même si nous avons des opinions plurielles et diversifiées, même si nous sommes des adversaires politiques, nous avons en commun les valeurs républicaines de paix, de tolérance, de démocratie et de liberté. Battons-nous tous ensemble contre l'hydre terroriste pour sauvegarder un Burkina Faso aux populations des villes et des campagnes. Soyez à l'écoute et surtout prêts à soutenir les FDS et les VDP. Soyez solidaires du combat que mènent assidûment les autorités politiques de notre pays. Maître Benouende Sankara, je vais revenir sur une phrase que vous venez d'employer. Vous avez dit secouer les cocotiers. Vous vous êtes adressé au chef de l'État en lui demandant de secouer les cocotiers pour débarrasser l'armée des bois morts. De qui parlez-vous? Je parle des officiers principalement et de tous ceux qui sont au niveau de l'institution militaire et qui n'apportent pas une plus-value. Je crois Parce qu'il y en a? Ah si, il y en a, qu'il y en a? Il y en a. Moi, de mon point de vue, il y en a. Il y a des officiers qui sont inutiles aujourd'hui? Ah oui. Dans notre armée? Je crois que si le principe de la restructuration est admis, dans l'opérationnalisation, c'est sûr et certain que certains officiers seront certainement à la retraite. Par contre, je ne dis pas que tout est mauvais. Il y a certainement des officiers qui sont très conscients de leurs responsabilités, dont l'expertise peut servir l'armée et la nation. Mais ceux-là qui sont vraiment inutiles, moi je pense qu'ils doivent libérer le plancher pour permettre, en tout cas à ceux-là qui peuvent faire le travail, qui sont habilités à faire le boulot, à le faire. Et les troupes en parlent. Ah bon? Ah si, les troupes en parlent. Vous les avez entendus? Mais vous savez, parlez avec je suis chef de parti politique. Absolument. Nous écoutons tout le monde.
Et le chef Et de qu'est-ce l'État... que les troupes vous disent, par exemple? Eh bien, je le garderai pour moi pour l'heure. Mais De manière générale. j'ai dit l'essentiel. Aujourd'hui, les soldats au front veulent être écoutés. Par qui? Mais bien sûr, par les plus hautes autorités. Nous avons dit tout à l'heure que le chef suprême des armées, c'est le chef de l'État. Je pense qu'il y a des structures, mais je crois que souvent ces structures ne sont pas représentatives de l'opinion qui s'exprime au niveau des hommes du rang qui sont au front. Il faut les écouter. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une cassure entre, comme vous le dites, les hommes de rang qui sont au front et une partie du haut commandement? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'il y a comme malaise au sein de l'armée, c'est qu'il n'y a plus de discipline. Il n'y a plus de discipline. Il n'y a plus de discipline militaire, telle que moi je l'ai connue quand j'étais par exemple petit sur les bancs. Cette discipline n'existe plus. Il y a souvent même une hiérarchie qui est tutoyée. Moi je me souviens, c'est une anecdote. Hein. Allez-y, allez-y. Un colonel me disait un jour qu'il a été à une invitation et naturellement il s'est mis derrière pour ne pas se faire bousculer. Et un soldat a dit, ah mon colonel, venez vous asseoir là, c'est votre place. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Nous avons eu affaire à une hiérarchie militaire affairiste. Affairiste. Oui. Et c'est ça qui a mené les mutineries en 2011. Nous avons eu affaire à une armée qui, à un moment donné, et je le répète, il y avait une armée dans une autre. Mais tout cela nécessite que l'on restructure pour ramener cette sérénité et cette discipline qui fait la particularité de l'armée. Et cette restructuration est de la responsabilité de qui? Du chef de l'État. Vous savez, il y a eu des lois qui sont passées à l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous avez été vice-président de l'Assemblée nationale. Donc je parle en connaissance de cause. Absolument. Oui. Et ces lois qui avaient été votées, c'était en réalité pour créer des grades, récompenser des officiers. Mais ceux qui, comme à Inata, comme à Yurugu, comme à Solan, ceux-là qui sont à la ligne de front, comme on le dit, qui veulent faire corps avec ce peuple pour se battre là, je pense qu'il faudrait aujourd'hui et maintenant penser à ces hommes-là. C'est ce que je veux simplement dire. Alors, donc, la guerre ne se gagne pas forcément par les moyens colossaux qu'on donne aux militaires, mais par le mental, par cette force morale qu'on donne aux soldats qui est au front et qui sait qu'il part pour mourir pour la patrie et qui a le soutien de tout un peuple. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Et il y a aussi le rôle des alliés, des partenaires. Mais c'est ce que nous faisons. C'est notre rôle et on le dit haut et fort. Parce que ce pays nous appartient à nous tous, pas seulement au MPP et à ses alliés. Ce pays appartient à tous les Burkinabés. Je parle des alliés internationaux, les pays qui sont les censés... partenaires. Les partenaires. Oui, les partenaires apportent leur contribution, bien sûr. Puisque quand on dit partenaire, c'est gagnant-gagnant. Quand on parle du Burkina Faso et des pays de l'Afrique de l'Ouest, on parle directement de la France, vous le savez, Maître Benouende. Vous savez, il y a la France, il y a l'espace CEDEAO, il y a l'UEMOA, il y a l'ONU, il y a l'OUA, il y a tout ce que l'Union africaine, autant pour moi. Donc, ces regroupements communautaires, c'est pour que le monde aspire à une paix universelle. Justement, concernant la France, l'actualité, c'est que dans la foulée de cette tension, cette émotion suscitée par les morts de Inata, un convoi militaire de l'armée française qui traversait le territoire burkinabé pour le Niger a été bloqué par une partie de la population, d'abord à Bobo-Dioulasso, puis à Ouagadougou. Je vous prie de suivre l'étape de Ouagadougou. À l'entrée de Ouagadougou, on a érigé des barricades pour empêcher le convoi militaire de passer. La route nationale numéro 1 en cette soirée du 17 novembre 2021. Plusieurs centaines de jeunes prennent d'assaut les lieux. Il est 22h et jusque-là, tout se passe bien. La France est vilipendée avec des messages hostiles. Il est 23h passées et subitement, la tension monte d'un cran. La route est barricadée tout au long du pont de Boulnigou. L'objectif est clair, mettre fin à la course du convoi militaire français annoncé
au poste de péage de Ouagadougou. Voilà, maintenant ces camions-là, on ne sait pas c'est quel, ce qui est dedans, nous on ne sait pas. Donc nous avons vraiment, nous demandons vraiment que nos autorités cessent à savoir ce qu'il y a dans ces camions-là. Que quelqu'un ici me donne un pays dans lequel l'armée française a été et que ce pays a connu une stabilité de paix, d'union. Ce pays n'existe pas. Et aujourd'hui, la France est au Sahel avec les moyens technologiques les plus puissantes de notre époque actuelle. Mais on n'arrive pas à détecter un terroriste ou des terroristes. La manifestation s'est voulue symbolique également en ce sens que c'est le chef de l'État qui est directement interpellé. Parce que nous savons tous que le Burkina Faso ne fabrique pas d'armes, le Niger ne fabrique pas d'armes, le Mali ne fabrique pas d'armes. Mais s'il y a des armes qui circulent au nord, c'est que c'est celui qui nous a colonisés qui ont de ces monopoles-là. C'est eux qui peut vraiment nous expliquer pourquoi les armes circulent au nord. Voilà pourquoi nous sommes décidés aujourd'hui de rester debout. Et si nos dirigeants ne font pas leur travail, ils vont savoir que la jeunesse d'aujourd'hui ne sont plus la jeunesse de 1960. Donc nous sommes debout et tous les accords que la France a signés avec nos grands-parents là, nous on va démolir tout. Et ça suffit maintenant et nous sommes prêts, quel que soit le prix à payer, nous allons lutter jusqu'à nos derniers jours. Et nous aujourd'hui, on se trouve dans un état critique. Face à cela, on a décidé de prendre notre destin en main et de dire à ces papas qui sont en train de nous gouverner qu'il est temps de rejoindre la voie du peuple. Parce que s'ils refusent de rejoindre la voie du peuple, ils seront traités à la hauteur de la politique malsaine. Il est minuit passé. Les manifestants sont de plus en plus excités. La circulation est fortement perturbée. Les barrages de plus en plus renforcés. Des pneus sont brûlés sur le bitume. Et c'est dans ce contexte que les gaz lacrymogènes sont lâchés par les forces de l'ordre autour de 3 h du matin. C'est la débandade. Une bonne partie regagne les domiciles, mais des rares récalcitrants ne vont jamais s'éloigner. Ils sont perchés dans des quartiers tout autour. En face, le FDS veille au grain, libère les voies. Il est 4 h du matin, les deux se regardent toujours en chien de faïence. Voilà, vous avez dit de faire soutien au FDS. On va sur le soutien que nous sommes en train de faire. Regardez les gaz lacrymogènes qui sont en train de nous lancer. Vous voyez, non? On a barré la voie pour que l'armée française ne passe pas. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Ce que nous voulons, c'est simple. Thomas Sankara avait dit, l'Afrique aux Africains, le Burkina Faso aux Burkinabés, la France aux Français. Finalement, le convoi de toutes les polémiques a pu traverser le pont de Boulmirou autour de 6 h du matin. Il a poursuivi son chemin vers Kaya où il est attendu de pied ferme par des manifestants. Comme à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou, là également les jeunes ont pris d'assaut la route en attendant l'arrivée du convoi. Eh bien, Abdouraza Traoré l'a bien dit, et la jeunesse de Kaya attendait le convoi militaire français de pied ferme. Eh bien, le convoi militaire français est bel et bien arrivé à Kaya, l'étape de Kaya maintenant. Le convoi militaire français ne passera pas. Depuis hier, Kaya résiste et résiste encore avec des vagues de protestations qui se sont multipliées ce matin. Les manifestants décidés à repousser le convoi hausse-le-ton donnent des ultimatums pour un repli définitif. C'est éprouvant. Alors, les soldats français craquent et font des tirs de sommation pour intimider. C'est la débandade et des blessés sont enregistrés selon nos confrères de l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Mais c'est sans compter avec la témérité de populations déterminées à sortir des griffes de la domination française. Elles ne veulent plus de troupes françaises sur le sol burkinabé et restent fermes. Peu après, la foule grossit encore et encore. Le gouverneur de la région du centre-nord et le maire de Kaya, qui étaient sur les lieux la veille, reviennent à la charge, cette fois au nom du gouvernement. L'armée française ne dormira pas cette nuit à Kaya. Mieux, elle quittera le territoire burkinabé, annonce Casimir Segda. Il est environ 16 h 30. Les fils et filles de Kaya sont toujours positionnés
attendant le départ du convoi. Et ce convoi militaire finira par rebrousser chemin. Maître Bénédé Sankara, quel commentaire vous suscitent ces images-là? D'abord, je comprends le peuple africain. Il veut son indépendance économique, son indépendance véritable, sa liberté. Dans un contexte national qui est le nôtre, post-insurrectionnel. Et d'ailleurs, le Burkina Faso, je dis chaque fois quand on parle du Burkina Faso, tout de suite maintenant on fait le lien avec le président Thomas Sankara. Le Burkina, au cœur de l'Afrique, est un exemple de combat pour la souveraineté véritable de notre peuple. Mais un peuple a besoin d'être organisé. Absolument. Ah oui, et c'est ça le problème. Où il y a faillite certainement des politiques, parce que ce que de façon spontanée on pense, souvent il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et il va falloir justement travailler à ce que les populations comprennent. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Rien ne peut se faire dans l'ombre à cause des NTIC, à cause de ce que les médias, avec bien sûr les radios FM, tout le monde écoute. Et on a quand même un niveau et une maturité politique au Burkina Faso. Donc, ce qui se passe et que je déplore, c'est peut-être le contexte sécuritaire qui est le nôtre, où on sait par exemple qu'à Kaya, vous avez plus d'1 million de déplacés internes. Et nous sommes pratiquement à une région qui est à la limite une zone d'insécurité au regard des attaques récurrentes des terroristes. Donc s'il y a des attroupements comme ça, il y a des risques évidents qui peuvent exposer les populations. Et je pense également que le convoi était destiné pour la République du Niger. Donc c'est un passage. Par contre, la revendication quant au fond, de mon point de vue, est une réalité. Là, j'ai suivi M. Le Drignan aujourd'hui, qui est obligé de reconnaître qu'il faut revoir la coopération entre l'Afrique et la France, même l'Europe. Et en même temps, il a dit que le gouvernement burkinabé doit prendre toutes les responsabilités pour permettre au convoi de pouvoir partir. Oui, bien sûr, puisqu'il doit avoir peut-être un droit de passage. Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est qu'il y a les revendications de la population, mais il faudra que nos dirigeants expliquent peut-être au peuple burkinabé que le Burkina a signé aussi des accords, des partenariats avec des pays et qu'il faut respecter ses engagements internationaux. Je suis d'accord avec vous, le gouvernement doit communiquer sur ce point précis, parce que les populations ont besoin de comprendre. Ça, je vous le concède. Vous disiez sur le fond? Non, le fond, ce sont les accords qui nous lient. Ce qui permet, par exemple, à la France d'être dans son précaré, comme on le dit. Et ces accords sont dénoncés depuis longtemps par non seulement les politiques, mais aussi par beaucoup de leaders. Parce qu'il faut désormais, entre la France et l'Afrique, d'une manière générale, des rapports gagnant-gagnant fondés sur l'équité. Il n'y a plus, en tout cas de mon point de vue, la possibilité de croire qu'il peut exister en 2021 des rapports de domination entre la France et les peuples africains. En tout cas, au Burkina, ce n'est pas possible. C'est ce reflet, c'est cette réaction-là que les populations ont livrée à la France. C'est peut-être un ras-le-bol qu'ils expriment aussi. C'est tout à fait un ras-le-bol. Mais par contre, on devrait avoir suffisamment de recul pour comprendre aussi les dangers par rapport à un phénomène qui est simplement conjoncturel. Voilà pourquoi d'ailleurs je dis, ne nous trompons pas d'ennemis. Aujourd'hui, ce convoi-là, si vous voulez forcer ce qu'il y a dedans comme matériel militaire, moi je ne sais pas quels sont les risques auxquels les populations seront exposées. C'est du matériel militaire. La preuve, c'est qu'ils ont ouvert un convoi et c'était du matériel même destiné à l'armée burkinabé. Donc, quelque part, les populations ont besoin d'être sensibilisées, ont surtout besoin de la vérité pour pouvoir, en tout cas, s'assumer. Vous appelez au calme ce soir? J'appelle plus qu'au calme. Moi, je crois que j'appellerai plutôt à la sérénité, parce que nous sommes en guerre. Nous avons besoin de la sérénité
pour pouvoir repousser l'ennemi commun. Ce que vous dites, c'est qu'il faut laisser partir ce convoi jusqu'à destination. Il faut le laisser partir d'où il est venu et que nous continuions la lutte au fond pour réclamer que ces accords soient revus et que les bases françaises soient démantelées en Afrique et que entre la France et l'Afrique, on puisse revoir nos accords de coopération. Alors, quand on écoute ces manifestants, on sent qu'ils sont très au fait de la réalité, parce qu'en même temps qu'ils demandent à l'armée française de partir et de rendre compte, en même temps, ces manifestants demandent aussi à leurs gouvernants de faire preuve de courage et d'audace pour revoir tous les partenariats qui ont été engagés avec ces pays alliés. Et c'est pour cela que dans la crise sécuritaire actuelle, certains Burkinabés mettent la responsabilité sur le président du Faso et demandent tout simplement la démission du président du Faso. On va suivre la manifestation qui s'est déroulée à Ouagadougou, demandant tout simplement le départ aussi du chef de l'État à cause de ce qui s'est passé à Inata. Inata, ou le massacre de Tro, qui est venu aiguiser tristesse et colère au sein d'une population régulièrement en deuil. Des populations qui restent désormais convaincues que le salut pourrait venir d'un autre régime. Alors, à la place de la nation de Ouagadougou, elles demandent la démission de Roch Marc Christian Kaboré et de son gouvernement. Nous demandons tout simplement au président Roch Marc Christian Kaboré de libérer notre nation. Il a montré son incompétence depuis son arrivée au pouvoir. Ce monsieur a toujours échoué, il échouera toujours. Il a échoué le plan sécuritaire, le plan alimentaire, sur tous les plans. Je peux pas tout détailler ici. On a trop de mots au Burkina. On ne peut pas tout détailler. Cette marche-meeting intervient au moment où l'opposition politique burkinabé a lancé un ultimatum d'1 mois au président du Faso pour mettre fin aux actions sanglantes des groupes terroristes. La foule n'est pas au rendez-vous, mais pour les organisateurs, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. Ce n'est pas le nombre qui fait la lutte. Les gens, le monde va... On sera rejoint. Rejoints plus tard par d'autres marcheurs, les manifestants prennent la direction du palais du Moronaba, où ils demandent à l'empereur des Mossé de plaider auprès du gouvernement pour des actions plus fortes dans la lutte contre le terrorisme. Après la marche, on a cru bon venir voir Sa Majesté pour solliciter son intervention auprès des autorités. On leur dit qu'il est grand temps que les autorités se réveillent pour voir et trouver une solution aux problèmes posés. Ça fait beaucoup de morts dans ce pays, ça fait beaucoup de déplacés, ça fait une situation intenable. Les gens pleurent au jour le jour et ça devient un peu trop. Il faut trouver une solution. Selon le mouvement Sauvons le Burkina Faso, initiateur de cette manifestation, d'autres marches sont prévues le 27 novembre prochain à Ouagadougou et dans plusieurs localités du pays, avec le même objectif, demander la démission du président du Faso. Et on enchaîne avec cette autre marche, cette fois-ci à Bobo-Dioulasso, toujours pour les mêmes raisons. Ces jeunes de la ville de Sia sont mécontents de la gestion sécuritaire du pays. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque du détachement de la gendarmerie d'Inata dans le Soum. Une attaque qui a fait, selon des sources officielles, 32 morts dont 28 gendarmes et 4 civils. Une attaque de trop, des morts de trop pour ces manifestants qui demandent la démission du président du Faso et le départ des troupes françaises du Burkina. Nous on se sent très très mal à l'aise. Pourquoi? Il y a nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas qui sont en train de périr leur vie pour rien. Pour une politique pourrie. Le pays va mal. Le pays va très très mal. Si le président lui-même, s'il ne sait pas, s'il sait qu'il ne peut pas, nous, notre dernier mot, il n'a qu'à démissionner. S'il ne peut pas, il n'a qu'à démissionner. C'est tout. C'est la France, on ne veut pas. C'est la France qui donne armes aux terroristes de déstabiliser l'Afrique. On ne veut plus la France au Burkina Faso. On dit non à la France. On dit non à la France, c'est pas. On dit non à l'armée française. Non à l'armée occupation. Les manifestants en colère ont exigé la fermeture du marché central de Bobo-Dioulasso et des magasins aux alentours.
Ils ont ensuite pris d'assaut la ville pour manifester leur mécontentement. Nous demandons au président Roch Marc Christian Kaboré de prendre sa responsabilité. Parce que moi, à mon niveau, ce que je peux dire, je vois que son pouvoir là, c'est un pouvoir d'action. Où on ne peut pas remplacer les membres du gouvernement. Parce qu'ils sont financés pour l'aider à être élu. Donc c'est ça qui fait qu'il ne peut pas remplacer un membre du gouvernement. Sinon, moi je ne vois pas en question, il y a des dégâts, mais personne n'est remplacé, tout le monde est là. Même s'il avait chassé là, il les a rappelés. Donc il faut qu'il prenne sa responsabilité. Il envoie, si comment on appelle, les généraux ne vont pas aller en guerre, il n'a qu'à les mettre en retraite. Et former ses propres généraux pour assurer notre sécurité. Partis de la place Tiefo Amoro, où ils se sont rassemblés aux environs de 10 heures, les manifestants au départ se sont dirigés vers le grand marché de Bobo Dioulasso, où ils ont exigé sa fermeture. Les manifestants se sont de nouveau rendus à la place Tiefo Amoro avant de prendre la direction du boulevard de la Révolution. Et c'est le moment de nous tourner vers le deuxième invité de cette info. Merci, monsieur Assami Ouedraogo. Merci pour votre patience. Vous avez attendu longtemps, mais vous avez la parole maintenant. Vous êtes officier supérieur de police, commissaire de police démissionnaire. Officier de police démissionnaire. Vous avez été officier de liaison au niveau de la sécurité, mais vous êtes surtout membre du mouvement Initiative Citoyenne. Vous demandez la démission du chef de l'État, n'est-ce pas? Ok. Merci à BF1 pour l'invitation également. Et avant tout propos, je tiens à m'incliner devant la mémoire des illustres disparus depuis le début du terrorisme que nous vivons. Je suis un officier de police. D'abord, j'ai été en disponibilité pendant 11 mois. Et au regard de la conjoncture sécuritaire actuelle, je me vois engagé à soutenir mon pays pour qu'il y ait une issue favorable à ces différentes crises que nous traversons. Et c'est pourquoi vous avez décidé de démissionner, de rendre la police? Oui. Pourquoi avez-vous voulu démissionner? Ça a été une décision vraiment difficile parce que c'est un corps auquel j'appartiens et j'ai beaucoup appris dans ce même corps, mais compte tenu de ma qualité de policier, même étant en disponibilité, il y a des prises de position auxquelles je ne pourrais pas m'engager. Et je ne souhaiterais pas aussi que la responsabilité de ce corps soit engagée. Donc, raison pour laquelle, et au regard de la situation, j'ai décidé de déposer ma démission pour rejoindre le peuple en lutte. Pour rejoindre le peuple en lutte. Et quelle est votre position? Je vous le disais tout à l'heure, vous faites partie du mouvement Initiative Citoyenne et vous faites partie de ceux qui demandaient la démission du président du Faso. Quels sont vos arguments? Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'il faut que le président parte pour que la situation s'améliore? Bon, si vous avez bien suivi mon intervention lors de la conférence de presse, j'ai eu à développer l'idée concernant le terrorisme qui a débuté dans une petite localité où, par manque de décision forte, par manque de sérieux dans la lutte contre ce phénomène, on a constaté une recrudescence dans d'autres zones. Et présentement, c'est tout le pays entier qui est en occupation par les forces du mal. Et nous ne pouvons pas attendre le chaos. Raison pour laquelle nous avons demandé purement et simplement la démission non négociable. Ce n'est pas une démission simple, mais c'est une démission non négociable du président du Faso, du président de l'Assemblée nationale, des responsables d'institutions. C'est pour dire que nous appelons à une transition pour sauver la nation. Est-ce que vous pensez que la démission de toutes les personnes que vous venez de citer pourrait amener le calme, la sécurité? Bon, je pense que la question pouvait être posée autrement, mais je vais répondre quand même. Nous vivons... C'est moi qui formule les questions ici. Okay. Allez-y. Ok. Disons que la situation actuelle, nous avons constaté que ce régime a eu suffisamment de temps de poser des actions. Et ça n'a pas été le cas. Et vous conviendrez avec moi que l'attaque d'Inata a été une attaque pendant laquelle
nos forces engagées dans cette lutte ont été sciemment, je me permets de dire ça, sciemment affamées pour donner plus de faveur à l'ennemi de déstabiliser cette force. En temps de guerre, il est inadmissible que ces besoins élémentaires manquent aux hommes qui se sacrifient pour la nation entière. Est-ce que vous avez une expérience en tant que policier de ce qui se passe sur le front? Naturellement. Vous avez déjà effectué des missions sur le front? Moi, personnellement, je n'ai jamais effectué une mission sur le front. En fonction de mes occupations, durant ma carrière, j'ai d'abord été à la direction de la sûreté de l'État et ça s'est essentiellement concentré sur des missions à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Par la suite, j'ai été l'officier de liaison de la police au niveau de l'armée pendant les événements du putsch. Et des crises sécuritaires, naturellement, qui ont suivi. Je prends par exemple la situation concernant l'attaque de Nimdi et bien d'autres situations que nous avons eu à gérer. Par la suite, j'ai été le responsable de la police spéciale de l'aéroport international de Bobo pendant 3 ans. Donc, durant ma carrière, je n'ai pas eu cette opportunité de rejoindre mes frères d'armes au front. Vous n'avez pas eu l'opportunité. Les circonstances dans lesquelles vous déclarez votre démission pourraient faire penser à certains qu'au moment où la police, les forces de défense et de sécurité ont besoin de bras valides pour combattre le terrorisme, c'est ce moment-là que vous choisissez pour démissionner. Que répondez-vous à ceux qui pourraient penser que vous êtes en train de fuir l'adversité? Moi, je pense que la réalité est tout autre. J'ai été engagé. Pardon, je vous interromps parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des volontaires pour la défense de la patrie, c'est-à-dire des gens qui ne sont même pas ni policiers, ni gendarmes, ni militaires, mais qui ont décidé de s'engager pour défendre le drapeau national, pour défendre le territoire national. Et vous, qui êtes policier, qui avez pris 11 mois de disponibilité, vous décidez au moment où ça chauffe de démissionner. Ça pose quand même des questions. Ma démission, je pense qu'il y a les raisons de la démission que je pourrais lire pour que vous compreniez. Est-ce que vous ne seriez pas plus efficace au front que dans un mouvement d'initiative citoyenne? Vous qui avez bénéficié de la formation du gouvernement, vous avez appris à manipuler, à manier les armes et tout cela. Vous ne pensez pas que vous pourriez être plus efficace sur le front en combattant le terrorisme pour votre formation, la formation que vous avez reçue, plutôt que d'aller dans la société civile? La lutte contre le terrorisme ne se limite pas à la présence au front. À tous les niveaux. Et même étant en fonction, j'ai reçu une formation particulièrement dans le domaine du renseignement, l'anticipation. Et je puisse vous rassurer que j'ai contribué énormément à la lutte contre le terrorisme. Et la lutte n'est pas encore finie. Et c'est pour cela que nous avons opté de nous engager au niveau du rassemblement populaire pour que l'autorité qui a en charge de prendre les meilleures décisions pour que les hommes au front puissent les prendre. À défaut, nous nous assumons pour apporter un changement et faire monter une nouvelle génération qui serait à mesure de contrer ce phénomène. Vous dites que vous avez été formé pour le renseignement, c'est ça, oui, au sein des forces de police. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on n'a pas besoin d'officiers de renseignement au sein des forces de police? On a naturellement besoin d'officiers de renseignement. Mais pourquoi vous partez? Même étant hors de la police, d'ailleurs même on appelle à toute la population à la collaboration. Ce que je veux dire, c'est que vous avez été formé pour cela. J'ai été formé pour cela. En dehors ou à l'intérieur de la police, je peux contribuer en termes de renseignement. On n'a pas nécessairement besoin d'être toujours porteur de tenue pour être efficace et jouer un rôle important dans ce renseignement.
D'accord. Maître Benoude Sankara, je me tourne vers vous. Que pensez-vous de toutes ces personnes, et les voix sont nombreuses, au niveau des associations, des mouvements associatifs, au risque de me répéter, mais aussi des partis politiques qui demandent aujourd'hui au président tout simplement de démissionner? Bon, j'avoue que quand j'écoutais mon frère Assami Ouedraogo, j'ai été estomaqué. Ah oui? Ah oui. Et il a fini par lâcher le morceau quand il dit qu'il a quitté, il a rendu sa démission pour rejoindre un mouvement où il entend s'assumer, le mot est de lui, pour prendre leurs responsabilités. On appelle ça quoi? C'est un coup d'État, c'est un putsch. Ah oui. Sinon, il aurait pu être poursuivi pour désertion en temps de guerre, je crois, au regard de tout ce qu'il explique comme background en tant qu'officier de police. Et il connaît la loi plus que moi. Mais cela, justement, m'amène à beaucoup d'interrogations pour ce pays. Norbert Zongo disait qu'il est difficile de se battre pour un pays qui n'a pas d'avenir. Mais moi, je crois que le Burkina Faso a un avenir. Et c'est pour ça qu'il faut lutter. C'est pour ça, justement, il faut contrer ces velléités putschistes que nous avons vues à une certaine époque, qu'on pensait révolues avec les élections de 2015. Moi, je pense qu'il faut croire à la démocratie. Mais quand la démocratie est en danger, en péril, parce que vous avez des forces qui viennent pour annihiler tous ces efforts, aujourd'hui, on ne peut même plus parler de développement, parce qu'il y a des questions sécuritaires. Moi, j'aurais compris qu'aujourd'hui, ils mettent l'accent sur les dysfonctionnements et qu'ils disent toute l'expérience qu'il a eu à faire, il est prêt pour aller à Solan, il est prêt pour aller à Ilgou, il est prêt pour aller à Inatan, rejoindre ses frères d'armes. Mais voilà qu'il quitte pour aller créer un mouvement putschiste. Sinon, la police burkinabé est même syndiquée. C'est quand même l'un des rares pays où vous avez la police qui a un syndicat qui fonctionne, qui décrète même des mouvements de grève. Donc, de ce point de vue-là, je suis vraiment surpris. Maintenant, en dehors des associations et des partis politiques, allez-y, terminez, qui demandent la démission du chef de l'État, je pense que quand on écoute les mouvements de foule, il y a ceux qui crient « libérer Guinguéré », dans un contexte, effectivement, où il y a le procès contre, j'allais dire, l'ancien régime Blaise Compaoré. Il y a aujourd'hui un mouvement qui s'appelle la restauration. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une espèce de conjonction de forces dont, naturellement, ce qui sous-tend à ce mouvement-là, c'est la restauration. C'est de travailler purement et simplement pour que, en tout cas, le Burkina Faso soit dans une situation extrêmement difficile au regard déjà du contexte sécuritaire. Mais moi, je pense que les démocrates, notre peuple n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous unir, de nous donner la main, repousser l'ennemi commun. Les querelles internes entre Burkinabés, là, ça doit se faire dans un cadre institutionnel et démocratique. Le chef d'État a été élu avec un suffrage suffisamment qui confirme, qui consacre sa légitimité. Et je pense que nous ne sommes pas dans une logique où on a confisqué la Constitution comme on l'a vu de par le passé. Ça veut dire qu'à terme, si le peuple doit sanctionner le président Roch-Marc Christian Kaboré, il le fera de façon propre. Mais demander la courte échelle par une transition, moi je ne sais pas si ce scénario-là va nous amener à lutter efficacement contre le terrorisme, si ce scénario-là va nous amener à développer ce pays, à lutter contre la Covid et justement à maintenir la paix, la sécurité, la sérénité au Burkina Faso. C'est une courte échelle qui ne s'y est pas dans ce contexte-là. Je le pense honnêtement. Peut-être une réaction. Rapidement, on est en train de finir. Moi, je pense que par rapport à ces affirmations, d'abord, je suis parti en disponibilité, qui est un droit acquis. Vous étiez allé faire quoi d'ailleurs?
quand vous avez pris votre disponibilité? Je mène des activités diverses. Notamment, je suis dans l'agroalimentaire. Vous êtes allé faire les affaires? Oui. Tout court. Ok, allez-y, poursuivez. Ok, donc je disais, c'est un droit acquis. Et suite à cette disponibilité, j'ai eu un autre engagement qui m'oblige à démissionner, qui est... En fait, vous vous êtes trompé de métier, hein, en allant à la police au départ. Non, pas forcément. Certainement. Pas forcément. L'avenir nous le dit. Pas forcément. Ce qu'on constate. Puisque ça a été un point de départ. C'est ce qu'on constate. Été... Oui, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Parce que la police a quand même une éthique et des vertus. C'est par rapport à ces éthiques qu'il y a des documents officiels qui m'autorisent à ça. Et lorsque vous repartez en arrière, vous regardez au niveau de l'état-major général des armées, à un moment donné, ils avaient suspendu et les contrats de résiliation au niveau des militaires. Du moment que c'est un droit, après, cela a été restauré. Ma lutte pourrait apporter une grande chose par rapport à cette situation sécuritaire. Alors, Maître Benoît Sankara, ça s'entend ce que vous venez de dire. Vous parlez d'un regroupement, d'une solidarité nationale. Tout cela s'entend et cela se comprend certainement par la majorité des Burkinabés. Mais à ce que vous dites, vos contradicteurs pourraient vous opposer la réalité du moment. C'est-à-dire la détérioration progressive de la situation sécuritaire avec un dysfonctionnement profond de l'armée nationale. Et puis, le summum, c'est des soldats qui se sont engagés pour défendre la nation et qui meurent dans des conditions de sous-alimentation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de FASO lui-même qui le dit. Il a parlé des dysfonctionnements liés à l'alimentation et à la logistique, c'est-à-dire peut-être manque d'armes, de munitions. C'est-à-dire qu'on a atteint le summum. Cette réalité-là, face à l'appel à la solidarité que vous lancez, il y a quand même un gros gap. Je crois honnêtement qu'on aurait dû demander au chef de l'État purement et simplement de s'assumer par rapport à ces constats. Au lieu de parler de démission, vous parlez de s'assumer. Une démission dans un État démocratique, institutionnel, avec des organes qui fonctionnent normalement après des élections, c'est anticiper une crise. Et une crise politique dans un contexte de terrorisme, c'est plonger le Burkina Faso dans le chaos. Dans l'incertitude. Dans le chaos. Dans le chaos. Et je crois qu'aucun Burkinabé honnête, sincère, ne peut véritablement aujourd'hui demander la démission d'un chef d'État démocratiquement élu qui reconnaît par ailleurs que la gouvernance a posé problème et qu'il faut y apporter des remèdes. Et c'est en ce moment-là qu'il a besoin de tous les Burkinabés, de chaque Burkinabé dans une union sacrée. Vous avez été vice-président de l'Assemblée nationale, je le disais tout à l'heure. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale est allé rendre visite aux blessés des attaques de Inata et d'autres champs de bataille au centre de santé du camp Sangoulé-Lamizana et puis au centre de santé aussi du camp Paspanga de gendarmerie. Nous sommes à l'entrée d'un des bâtiments des salles d'hospitalisation du centre médical du camp Aboubakar Sangoulé-Lamizana. Des parents et amis des blessés de guerre récemment évacués du front attendent leur tour de visite. Nous essayons de recueillir le sentiment de l'un d'entre eux. Je suis militaire aussi. Voilà. En 2017, moi-même j'étais couché ici. Il y a le petit qui est là. Donc on ne peut pas parler. Ce qu'il ne veut pas dire, peut-être que ses frères d'armes vont le dire au président de l'Assemblée nationale. À la tête d'une délégation composée de députés et de ministres, Bala Alassane Sakandé passe de chambre en chambre. Parle aux blessés. Les écoute. Les touche parfois. Essaye de comprendre leurs blessures. Une balle qui se loge par exemple dans un muscle, elle est très difficile à avoir. Même ici, ce sont au total 29 blessés, pour la plupart admis en chirurgie, qui sont soignés venus de Inata et d'autres champs de bataille. Puis cap est mis sur le camp de gendarmerie de Paspanga, le corps le plus endeuillé de l'attaque de Inata, où 49 gendarmes au moins ont été tués.
Bala Sakandé essaye de rassurer des blessés psychologiques généralement. Il s'entretient avec certains, ceux qui le souhaitent, en aparté. Et ce ne sont pas que les blessés qui éprouvent le besoin de s'exprimer, le corps médical aussi. Il évoque le besoin d'ambulance et de formation en psychologie et psychiatrie, mais pas que. On appelle centre médical, mais nous n'avons pas de laboratoire, nous n'avons pas une petite unité même d'imagerie pour nous en sortir. Donc pour tous ces examens, nous sommes obligés de déplacer ces blessés pour cela. Après avoir vu, entendu, constaté, le président de l'Assemblée nationale exprimera le réconfort et le soutien des députés aux victimes avant d'ajouter. À l'Assemblée nationale, nous avons pris la décision d'interpeller le gouvernement sur la situation sécuritaire de façon globale, mais de façon particulière sur les récents événements. Également, c'est vrai qu'il y a eu une enquête administrative qui est diligentée, mais cela n'empêche pas l'Assemblée nationale aussi d'ouvrir une mission d'information, une commission d'enquête parlementaire au nom du peuple burkinabé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et proposer des solutions et des recommandations. Le mardi prochain déjà, 23 novembre, une séance d'interpellation du gouvernement est annoncée au sein de l'hémicycle. Alors, M. Assami Ouedraogo, qu'est-ce que ces images vous inspirent comme commentaire? Non, moi je pense que cela c'est une propagande. Au regard de la situation, au regard de l'échec de toute la chaîne hiérarchique, à commencer d'abord même par le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, muter les responsables militaires n'est pas suffisant. Il y a eu autant de morts et la responsabilité, elle est totale. On ne peut pas comprendre que des hommes au front manquent du minimum pour pouvoir faire face à l'ennemi. La nourriture, c'est essentiel pour maintenir les hommes au front dans une capacité de résistance en cas d'attaque. Et cela est inadmissible et honteux selon les propos même de Maître Benewende. Et revenant au fait de me qualifier d'un déserteur, je pense que nos tests prévoient des règlements par rapport à la désertion. Et j'ai déposé naturellement mes demandes et l'autorité qui a approuvé ces demandes, si c'était des cas de désertion. Vous avez mis votre lettre de démission signée qui est là. Oui. De démission signée qui est là. C'est un droit acquis. Et nous n'avons pas d'intention de faire un putsch. Du moment même que je ne suis plus dans ce corps de métier, donc je ne suis plus en contact avec les armes. D'accord. Une révolution citoyenne. C'est clair. Une révolution citoyenne. Ah. Maître Benewende Les Sakara, choses se précisent. Maître Benewende Sakara, on est en train de finir. Et là, on vient de voir le président de l'Assemblée nationale qui allait visiter les différents les blessés et qui sont revenus du front. C'était une situation difficile. Mais le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il va y avoir une interpellation du gouvernement et puis sans doute lancer une enquête parlementaire. Mais avant d'arriver à cela, quand on a écouté le médecin capitaine du camp de gendarmerie de Paspanga, il a dit qu'ils avaient c'est moi qui étais à ce reportage, il a dit qu'ils avaient presque une demi-ambulance parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est peut-être la question qu'on pose. Parfois, quand j'insiste, on estime que j'en fais trop. Depuis 6 ans, quand même. On ne peut pas aujourd'hui laisser le centre médical de la gendarmerie de Paspanga, où les gendarmes sont engagés sur le front, dans une situation où ils ont seulement une ambulance, où il n'y a même pas d'unité de radiologie, il n'y a pas de... Il manque beaucoup de choses dans cet hôpital. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut écouter la base et non le sommet. On fait beaucoup de réunions, souvent au sommet, et on oublie les réalités qui sont proches des populations. Et je pense que la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, et quand on parle de l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Donc vous avez l'opposition, vous avez la majorité. Absolument. C'est toute tendance confondue.
Et c'est pour exprimer la solidarité de la nation aux blessés et justement découvrir la réalité et apporter des solutions. Ce que peut-être certaines personnes ne comprennent pas, pourquoi c'est 6 ans après la première attaque du Cappuccino qu'on commence à comprendre la réalité. C'est ça que peut-être que certaines personnes ne comprennent pas. Mais, Monsieur Lapa, moi-même j'ai été à la tête d'une commission à l'Assemblée nationale sur les questions sécuritaires après ces attaques. Nous avons formulé 14 recommandations au gouvernement. Et il y a une commission à l'Assemblée nationale qui évalue l'effectivité de ces recommandations. Et si on fait le point aujourd'hui, il y a un certain nombre de points qui ont été pris en compte. Par exemple, comment régler la question des pupilles. Il était question, par exemple, de trouver une solution rapide pour évacuer les blessés sans passer par la commission médicale. Donc, l'État a fait beaucoup d'efforts. L'opposition politique aujourd'hui qui se démarque du dialogue politique, l'état-major, avec le ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ont fait un point exhaustif devant l'opposition, qui a reconnu que l'État a suffisamment fait. Mais n'oubliez pas, quand on revient au Burkina Faso, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète quand même. N'oubliez pas ces aspects. C'est parce que pendant 27 ans de règne, quand les populations, à un moment donné, ont commencé à exiger une alternative dans le changement, qu'il y ait eu l'insurrection, que le Burkina a renoué avec véritablement la démocratie, que ces attaques ont commencé. Donc, si on est burkinabé, on doit avoir une hauteur de vue pour savoir qui est notre ennemi. Et c'est en ce moment-là que nous devrions taire ce que j'appelle d'accessoires pour nous attacher, nous occuper de notre ennemi commun. Maintenant, c'est question de gouvernance. Pourquoi il n'y a pas au niveau de tel district, tel moyen? Ça, c'est de façon transversale qu'on rencontre ces problèmes, pas seulement dans l'armée. Et je disais que la loi programmatique de 750 milliards, c'était pour permettre à l'armée de régler tous ces problèmes. Et l'Assemblée nationale, justement, en interpellant le gouvernement, va faire le bilan de tout cela. Mais ce que nous souhaitons, qu'on ne puisse pas passer en perte et profit les différents manquements. Et c'est ce que notre peuple veut. Quand enfin le chef de l'État se lève et qu'il se dise, nous avons suffisamment mis de moyens, on veut des comptes et on veut des sanctions. Et je pense qu'il a dit, il ira jusqu'au bout. D'accord, on l'espère bien. Le président de l'Assemblée nationale a parlé d'une commission d'enquête parlementaire. Certains pourraient vous répondre. Et après, il y a eu tellement de commissions d'enquête parlementaire dans ce pays, il n'y a pas eu grand-chose. Le foncier, et le secteur de l'hôpital aussi. Le foncier, j'en sais quelque chose. Voilà, et puis il y a aussi le secteur de l'hôpital où... Les infrastructures. Voilà, les infrastructures. Mais ça servait à beaucoup de choses. Parce que quand l'Assemblée nationale... Visiblement pas, surtout dans le secteur de la santé. Hein. Oui, dans le secteur... Vous savez que les appareils d'IRM manquent dans les hôpitaux publics. Vous avez vu les ambulances quand même qui ont été données ça et là. Oui, c'est des actions ponctuelles. Oui, c'est des actions ponctuelles. C'est des actions ponctuelles. Je veux dire, comment éradiquer le mal à la base, c'est vraiment une question de gouvernance vertueuse. Voilà. Et c'est ce que l'UMPS a toujours... Et cela incombe à la majorité. Bien sûr. Donc vous faites parce partie. Que c'est la majorité qui gère et je pense que nous travaillons à cela. Merci, Maître Benouende Sankara. Merci bien. Vous vouliez ajouter quelque chose en train de finir? On a largement débordé ce soir. Okay. Rapidement, 30 secondes. Ok. Ce que je voulais préciser, il y a une fuite de responsabilité de l'autorité politique. Parce que dire qu'ils ne sont pas au courant des réalités que vivent les hommes de troupe, c'est vraiment une exagération. Il y a eu des révélations, il y a eu des notes qui ont circulé bien à temps. Qui se retrouvent dans la presse à travers vous autres. Pas à travers nous. Les notes top secrets se retrouvent dans la presse aussi. Bon,
Du moment que je ne suis pas sur le terrain. Du sûr. moment que je ne suis pas sur le terrain. Vous il y a êtes, une crise de confiance. Il y a une crise de confiance. Non, vous êtes de l'enseignement. Non, attendez, il y a une crise. Je suis de l'enseignement, mais... Et vous êtes déserteur. Reconnaissez, je suis pas, ne me prêtez pas des intentions. Moi, j'ai jamais été notre armée. Il ne peut pas avoir, il ne peut pas avoir la sérénité, il ne peut pas avoir la discipline avec un tel esprit. Si vous êtes vraiment burkinabé, connaissant les règles, si vous êtes burkinabé et vous ne pouvez pas livrer votre pays à l'ennemi. Ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Reconnaissez que vous avez échoué. On est en train de finir. Vous n'êtes pas dans un parti politique. Vous parlez donc d'initiative citoyenne. Vous savez ce que ça veut dire citoyen? Bien sûr. Ok. Si vous savez ce que ça veut dire citoyen, je vous renvoie à la définition de la citoyenneté. Merci bien, Assami Ouedraogo. Merci, Maître Benimodé Sankara. Merci à vous d'avoir Moi qui vous dis merci. Voilà, d'être venu sur ce plateau. C'est vrai que la situation est assez tendue et que les personnes qui acceptent de prendre la parole à la télévision, dans la presse, se font de plus en plus rares. Et il faut dire que vous avez fait montre d'assez de courage et bien, vous assumez aussi vos responsabilités. Tout à fait. Voilà, vis-à-vis des Burkinabés. Et nous espérons que les choses vont rentrer dans l'ordre. Est-ce que vous avez, rapidement avant de finir, une information sur le dysfonctionnement des réseaux téléphoniques par rapport à Internet? Vous êtes membre du gouvernement. Je n'ai pas posé la question à ma collègue. Vous n'avez pas posé la question à votre collègue. C'est une très bonne réponse, Maître Benimodé Sankara. On espère que quand vous aurez la réponse, vous allez nous la donner pour qu'on puisse aussi informer nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette info du 21 novembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre patience et de votre fidélité encore. Rendez-vous demain à 19h30. Moi, je vous retrouve pour une semaine d'actualité. Ce sera le 19h30. Au revoir.